Salut, vous n'êtes pas sans savoir que très bientôt, ce vendredi 20 mars, il y a une éclipse partielle de soleil en France. Elle est totale si vous avez de la chance d'être dans les îles Féroé ou au Svalbard, ce dont je doute. Bon, mais si l'un d'entre vous est là à ce moment-là, c'est encore mieux. Bref, ce qui nous intéresse, nous vidéastes, c'est savoir si on peut capturer une éclipse de soleil en vidéo. Et ce que je vous propose de discuter aujourd'hui, c'est de voir si c'est plus intéressant de le capturer en vidéo ou d'en faire un timelapse. Donc on va regarder un petit peu les bons côtés et les mauvais côtés de chaque, et puis comme ça vous aidera peut-être à faire votre décision. Alors déjà pour récapituler rapidement, une éclipse de soleil c'est assez simple, c'est quand la lune passe devant le soleil. Et il se trouve que le diamètre apparent de la lune est rigoureusement le même que le diamètre apparent du soleil. Il y a quelques variantes près selon que la lune est plus ou moins loin de nous. Et donc on peut avoir une éclipse, c'est-à-dire quand la lune vient passer devant le soleil et donc elle vient occulter une partie du soleil. Et donc on voit un croissant de soleil, ce qui est quelque chose d'assez rare. Et donc c'est vraiment un phénomène assez intéressant à regarder et aussi à capturer. Alors, sachez que c'est ce vendredi 20 mars, et en France, ce sera visible entre 9h15 et 11h45. Plus vous êtes au nord, plus vous avez des chances de voir l'éclipse, enfin, plus le soleil sera recouvert par la lune, mais même au sud de la France, vous aurez des bonnes conditions pour voir quelque chose de sympa. Donc ça commence à 9h15, ça finit à 11h45. Première chose, quand on observe une éclipse de soleil, que ce soit avec ses yeux, à travers un appareil photographique, etc., il faut faire très très attention à pas cramer ses yeux ou à pas cramer son capteur. C'est un petit peu la même chose, sauf que le capteur, on peut le remplacer, on peut acheter un autre appareil photo. Remplacer des yeux, on ne sait pas encore vraiment faire. Donc je vous déconseille vraiment de regarder à l'œil nu, ou pire de regarder dans l'œil ton de votre appareil photo quand vous avez un objectif monté dessus. Donc ce qu'il est préférable de faire, pour vos yeux, vous avez des lunettes spéciales qu'on peut trouver en magasin spécialisé. Sur internet, c'est peut-être un petit peu tard pour les acheter. Ou vous en avez dans les magazines, genre Ciel et Espace, Astronomie Magazine et tout ça, vous pouvez regarder ça. Voilà, c'est une bonne solution. Pour le capteur, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre au minimum un filtre ND1000 devant votre objectif, qui va drastiquement réduire la lumière qui arrive. Il va y avoir 1000 fois moins de lumière qui va arriver sur votre capteur, et ça permettra du coup de limiter un petit peu son exposition à cette lumière très forte. N'oubliez pas que comme on va zoomer pour avoir le soleil le plus gros possible dans notre objectif, ça va faire l'effet d'une loupe, et donc la lumière du soleil va être décuplée par l'effet de votre zoom. Donc c'est vraiment très important de protéger votre capteur. Alors, le soleil dans le ciel, c'est un objet relativement petit. Imaginez que c'est comme si vous preniez une mouette qui se trouve à quelques centaines de mètres de vous. Quand vous voyez une mouette, elle est assez loin, elle est assez petite dans le ciel. Bah, le soleil, c'est pareil, même si c'est un objet qui est très gros, comme il est très loin, il va être tout petit. Donc vous allez devoir zoomer beaucoup pour essayer de capturer quelque chose de sympa, si vous voulez pas juste voir un petit point lumineux à l'horizon. Donc il va falloir utiliser un téléobjectif. Et ensuite, deuxième chose qui va être importante et difficile à prendre en compte, c'est que c'est un objet en mouvement. En réalité, le Soleil n'est pas particulièrement en mouvement, c'est plutôt nous qui tournons autour de lui. Enfin, lui, il tourne autour d'autres trucs dans la galaxie, mais bon, tout bouge dans l'univers. Mais le cas le plus simple, c'est qu'effectivement, la Terre tourne autour du Soleil, et surtout, la Terre tourne sur elle-même. Et donc, quand on tourne, eh ben, ça va créer un déplacement apparent du Soleil. Vous savez bien, il se lève à l'ouest, il se déplace dans le ciel, il se couche à l'est. Non, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Et donc, vous allez commencer votre prise de vue à 9h du matin, et il va se trouver ici. Enfin, je vais vous le faire dans l'autre sens, je crois que c'est comme ça pour vous, je pense. Enfin, bon, voilà. Il se trouve dans un coin de votre image, et au fur et à mesure que le temps passe, il va monter, et il va aller en diagonale vers le coin supérieur droit de votre image. Donc, il va forcément sortir du cadre à un moment ou à un autre. Donc ça va être quelque chose d'important. Et notamment, va falloir savoir si vous avez un outil pour compenser le mouvement de la rotation de la Terre, ce qu'on utilise notamment en astrophoto, c'est-à-dire une monture motorisée qui permet, après certains réglages, de compenser exactement le mouvement de la Terre. Alors, moi, le sujet du jour, c'est vidéo contre timelapse. On va voir un petit peu, selon les différents critères, lequel est le plus intéressant. Donc, par rapport à l'exposition du capteur, moi je pense que c'est beaucoup plus sûr de faire un timelapse. Pourquoi? Parce que quand vous faites une vidéo, votre miroir d'appareil réflexe est relevé en permanence, et donc votre capteur est en permanence exposé à la lumière.
Donc si vous filmez le soleil pendant 2 heures, vous allez avoir pendant 2 heures le soleil qui va être sur votre capteur. Alors certes, le soleil va bouger un petit peu, sauf si vous compensez le mouvement, auquel cas le soleil sera toujours au même endroit sur votre capteur, et pendant 2 heures, ça risque de bien chauffer à la fin quand même. Je ne garantis pas le résultat. Alors qu'avec un time-lapse, vous allez faire des temps de pause très courts, de l'ordre de 1/4 millième de seconde, quelque chose comme ça. Vous allez faire bien votre diaphragme aussi, évidemment. Et donc, du coup, et vous allez prendre une photo peut-être toutes les 30 secondes. Donc, toutes les 30 secondes, votre capteur va être exposé 1/4 millième de seconde. Contrairement à la vidéo où votre capteur va être exposé en permanence. Donc, ça fait vraiment une grosse différence. Et je pense que le timelapse, c'est une bonne solution dans ce cadre-là. Autre chose, c'est qu'il va falloir gérer un peu votre mémoire sur la carte SD et la batterie de votre appareil. Parce qu'on va faire une vidéo ou un timelapse qui va durer 2h30 environ, voire plus si vous voulez avoir un petit peu avant et un petit peu après. Donc entre 2h30 et 3h, et pas sûr qu'en mode vidéo, votre appareil soit capable de filmer 2h30 et 3h sans remplir la carte SD ou sans vider une batterie. Là aussi, le timelapse est beaucoup moins gourmand en mémoire et en batterie, donc ça peut être intéressant. Si vous voulez avoir de l'action sur votre vidéo, par exemple un oiseau qui passe devant l'éclipse, ou un avion, si vous voulez capturer un moment où il y a justement un avion qui est en train de passer devant l'éclipse de soleil ou quelque chose comme ça, là pour le coup, la vidéo va être plus pratique que le timelapse, parce qu'en timelapse, vous allez prendre une photo toutes les 20 ou 30 secondes, et vous avez de fortes chances de louper l'événement, et si vous l'avez, vous ne l'aurez que sur une photo, vous n'aurez pas le mouvement continu. Donc ça, c'est un petit peu le mauvais côté du timelapse. Donc si vous estimez qu'il va se passer quelque chose sur votre éclipse de soleil, à ce moment-là, il faut peut-être mieux privilégier le mode vidéo, et à la limite, pourquoi pas euh, vous mettre en mode vidéo, ne pas filmer, et puis attendre que quelque chose passe, et quand vous voyez que quelque chose va se passer, vous enclenchez le mode vidéo pendant quelques secondes éventuellement. Et enfin, pour le post-traitement, là aussi, moi je favoriserais le time-lapse, pour plusieurs raisons. C'est que déjà, vous allez pouvoir faire un espèce de suivi de votre objet, parce que quand on fait du time-lapse, on prend des prises de vue photographiques qui ont une bien plus grande résolution que la vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, elle va être en 1080 pixels, donc 1920 par 1080. Et votre photo, elle peut être, ça dépend de la résolution de votre capteur, mais si vous avez un 24 mégapixels, vous allez avoir 6000 par 4000. Donc vous avez une beaucoup plus grande résolution, et vous allez pouvoir ensuite zoomer dans votre photo, et vous allez surtout pouvoir suivre le soleil. Par exemple, si votre soleil fait ça sur votre timelapse, s'il se déplace, vous allez pouvoir dire on prend ce cadre-là, et ensuite l'image suivante on prend celui-là, 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 et donc le résultat va être qu'on va avoir l'impression que le soleil ne bouge pas sur votre vidéo. Donc ça va être une possibilité. Je vous le disais, le zoom numérique, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir zoomer dans votre photo et grossir un peu plus votre objet, alors qu'en vidéo, vous n'aurez plus cette possibilité-là, ou alors ça va vraiment beaucoup dégrader l'image. Et vous avez évidemment une meilleure résolution avec vos photos aussi. Donc pour tout ça, je pense que le timelapse, c'est une meilleure solution. Voilà, donc vous avez compris, a priori, moi je vais plutôt faire un timelapse vendredi, parce que je pense que ça donne plus de possibilités, mais je ne vais pas juste me pointer vendredi à 9h du mat et commencer à fouiller dans les réglages. Et donc ce que je vous propose, c'est de passer un petit peu à la pratique et de voir comment on va faire concrètement pour régler notre appareil, et est-ce qu'il faut se préparer un petit peu à l'avance. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un test la veille. Alors j'ai déjà fait un test aujourd'hui, là on est mardi, et je vais en refaire un autre demain, parce que celui d'aujourd'hui n'a pas été concluant. Ce que j'aimerais, c'est que je ne vais pas utiliser la monture motorisée, j'en ai une pour mon télescope, mais je ne sais pas encore comment monter le réflexe dessus, le télescope il est rangé dans une boîte, enfin voilà, bref. Je ne vais pas utiliser ça aujourd'hui. Mais je vais essayer, si possible, je vais tenter le coup, je ne sais pas du tout ce que ça donnera, de faire un time-lapse où on voit la course du soleil du début à la fin de l'éclipse. Donc c'est à dire que le soleil sera assez petit sur l'image, mais j'ai envie de tenter le coup quand même pour voir ce que ça donne, et puis je ferai de toute façon des photos probablement avec l'autre appareil. Donc pour ça, moi mon premier test, ça va être de voir quel angle de champ je vais avoir besoin pour que mon soleil reste dans le cadre du début jusqu'à la fin, et de voir dans quelle position il faut que je le mette. Par exemple, aujourd'hui je l'avais mis en horizontal, et j'ai vu que le soleil était sorti quasiment au milieu du haut de la fenêtre. Donc peut-être qu'en vertical, j'aurais un petit peu plus je pourrais rester un peu plus longtemps dedans. J'ai testé à 55 mm, et clairement 55 mm au bout d'une heure, on est sorti du cadre. On partait d'un coin, au bout d'une heure on est sorti du cadre. Donc je pense qu'il va falloir que je parte plus sur je sais pas, 20-25 mm, je suis sur un APS-C, mais voilà, je vais essayer ça, mais par contre je suis pas sûr qu'après on voit bien le soleil dedans. Bref, ce sera le test.
J'ai fait des tests de réglage pour savoir quelle ouverture, quelle pause, quelle mise au point. Donc pour la mise au point avec le 70D, à travers le ND1000, j'arrive à faire la mise au point en autofocus sur le soleil, parce que le soleil est tellement brillant que même le ND1000 n'empêche pas de faire la mise au point dessus. Et pour les réglages, j'ai fait des essais avec des photos. Et en gros, je me fie sur l'histogramme. Donc je vous conseille de faire ça, de prendre une photo et regarder votre histogramme ensuite. Et il ne faut pas que vous ayez de blanc cramé. Pas du tout. Donc ce qui importe, c'est que vous allez voir sur votre histogramme, a priori, que vous avez énormément de choses dans les sombres parce que votre ciel sera noir, en gros. Mais le petit point du soleil au milieu, il faut que lui ne se trouve pas dans les blancs. Il faut qu'il se trouve le plus près possible des blancs, mais pas dans les blancs cramés. Et comme ça vous permettra de voir notamment les taches solaires qu'il y a sur le soleil et de capter des belles couleurs et une belle transition. Ça ne va pas être trop brillant par rapport à votre vidéo. Donc moi, les réglages que j'ai trouvés, c'est ISO 100 évidemment, le filtre ND1000 devant, je suis à 1/4 millième de seconde et l'ouverture, je suis à f11, ce qui m'arrange bien parce que du coup j'ai un bon piqué sur mes objectifs avec ce réglage-là. Donc voilà, essayez ces réglages-là, essayez peut-être d'autres, mais pour moi ça marche comme ça. Ensuite, une fois qu'on sera le jour J, donc je vais poser mon trépied, évidemment avec un trépied, je vais m'orienter pour que le soleil soit pile dans le coin en bas à gauche de ma vidéo. Quoique, selon la course que ça prend, je vais peut-être le mettre un petit peu moins à gauche. Et ensuite, donc faire les réglages d'ouverture et tout ça, on fait la mise au point, ensuite on se met en focus manuel. Bien attention, quand on fait un timelapse, on met tous les réglages en manuel, la balance des blancs en manuel, l'exposition en manuel, tout doit être en manuel pour ne pas qu'il adapte d'une prise de vue à l'autre et que ça change les couleurs, l'exposition, l'ouverture, enfin ce genre de choses. Donc vraiment, faites tout en manuel pour le timelapse. Et ensuite, je vais le programmer dans ma télécommande. Et donc là, la question se pose de savoir une photo toutes les combien de secondes. Alors pour ça, on fait un petit calcul assez simple. Vous pouvez le faire sur un papier ou à la calculette ou de tête, c'est pas très compliqué. Si vous faites par exemple une photo toutes les 10 secondes, ça vous fait combien de photos par heure? Toutes les 10 secondes, vous allez prendre 6 photos par minute. Il y a 60 minutes dans une heure, donc vous allez prendre 360 photos par heure. D'accord? Ensuite, quand on va prendre ces 360 photos et qu'on va les retranscrire en film, on va faire pour faire simple, 30 images par seconde. Donc vous avez 360 photos, divisé par 30 images, ça va vous faire 12 secondes de film. Ça veut dire que vous aurez 12 secondes de film par heure. Comme on va filmer 3 heures, vous allez avoir un timelapse total d'environ 36 secondes. Ce qui, je trouve, moi, est assez long, finalement, pour un timelapse d'éclipse, mais on a toujours la possibilité de l'accélérer ensuite, on peut dire, plutôt que de faire 30 images par seconde, 60 images par seconde, par exemple, ça ne fait plus que 18 secondes de timelapse. Donc on a un peu plus de latitude, alors que si on fait une photo toutes les 30 secondes, par exemple, on va refaire le calcul, une photo toutes les 30 secondes, ça veut dire 2 photos par seconde, 2 photos par minute, pardon, 120 photos par heure, divisé par 30, 4 secondes pour une heure. Donc vous allez avoir au total 12 secondes de film. Donc voilà, je pense que je vais peut-être faire une photo toutes les 10 secondes ou toutes les 20 secondes. Ça permettra ensuite d'accélérer un petit peu plus s'il y a besoin d'accélérer plus. Je pense que j'aurai pas trop de soucis de batterie ni de carte mémoire, j'ai des grosses cartes mémoire. Donc je pense que je vais partir sur une photo toutes les 10 secondes. Mais selon votre carte mémoire et votre batterie, vous pouvez très bien faire une photo toutes les 30 secondes, ça marchera très bien aussi. Donc voilà, en conclusion, après avoir comparé les deux, vous avez compris, je pense que le timelapse est une meilleure solution pour protéger votre capteur, pour pouvoir mieux jouer ensuite en post-production, en rezoomant, en suivant l'objet, etc. Et avoir une meilleure définition sur votre photo et votre vidéo au final, que si vous étiez justement en mode vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous entraîner la veille. Le soleil, il ne va pas changer, c'est toujours le même. Donc il ne va pas changer non plus de luminosité quand il y aura la lune qui va passer devant, ça ne va pas devenir d'un seul coup très sombre. Hein. Le croissant que vous allez voir sera toujours aussi lumineux. Donc faites vos réglages aujourd'hui, essayez de voir quels sont les réglages qui vont bien, et comme ça vous les préparez dans votre appareil et vous êtes prêt. Vous pouvez vous pointer à 9h, faire vos petits réglages et hop, c'est déjà prêt. Ça, vous ne vous ferez pas dépasser par l'événement. Et puis en termes d'équipement, je vous dis, si vous avez une monture qui vous permet de suivre la rotation de la Terre, ça peut être une solution éventuellement.
il va falloir bien la mettre en station. Enfin voilà, il faut connaître ce type d'équipement et je pense que la plupart d'entre vous ne sont pas équipés de ce genre de choses. C'est vraiment un truc d'astrophoto. Et sinon, il vous faut une télécommande et un filtre ND1000 à mettre devant votre objectif. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, que vous pourrez faire des belles vidéos. Moi, je vous montrerai la mienne ici sur cette page pour voir un petit peu si c'est bon ou si c'est mauvais. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis, bonne éclipse. Allez, ciao.